Bienvenue si vous nous rejoignez. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Auguste Mpako-Priso, professeur d'économie à l'Université Versailles, 50 ans en Yvelines. Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. On passe tout de suite au grand angle. La libre circulation des personnes, l'un des défis de l'Afrique pour l'heure. L'obligation de visa demeure une réalité dans la majeure partie des pays. Pourtant, l'exemption de ces visas pourrait permettre d'accélérer le développement économique du continent en boostant notamment le tourisme d'affaires ou encore les flux de travailleurs qualifiés. En janvier, au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, un protocole visant cette libre circulation a été adopté. Mais sur les 55 pays du continent, seul un, le Rwanda, l'a ratifié. Ange Bijou-Nomenyo. Les pays africains étaient censés supprimer l'obligation de visa pour tous les citoyens africains d'ici 2018. Mais selon le récent rapport de l'Union africaine, les Africains peuvent voyager sans visa dans seulement 22% des autres pays du continent. Ce sujet sensible persiste toujours malgré les recommandations faites sur la libre circulation des biens et des personnes. Le problème, c'est que d'abord, à l'intérieur d'un pays, il y a beaucoup de tracasseries au niveau des polices qui empêchent vraiment la libre circulation. L'autre aspect de votre question, c'est maintenant le trafic international, notamment aérien. Les questions des visas sont pour bon nombre de pays africains un moyen aussi d'avoir des revenus, parce qu'on paye pour les visas et souvent cher. L'autre obstacle des voyages en Afrique est qu'il y a très peu de vols commerciaux d'une région à l'autre. Lorsque ces vols existent, leur coût est prohibitif. Question de moyens. Pour avoir une compagnie aérienne, ça demande des moyens conséquents. Et étant donné l'état de nos économies, il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs qui investissent dans cela. Un autre facteur, c'est à mon avis une question de gestion. Le passeport africain lancé en 2016 par l'Union africaine est censé remplacer à terme les passeports des différents pays. Mais à l'heure actuelle, ce document n'est disponible que pour certains chefs d'État et hauts fonctionnaires de l'Union africaine. Alors, les différentes études montrent qu'un Américain a plus de chances de passer d'un pays africain à un autre, donc plus qu'un Africain, donc des situations extrêmement paradoxales. Comment comprendre cela, Auguste ? Écoutez, cette question des migrations à l'intérieur du continent africain est un challenge pour l'Afrique. C'est un problème que les pays africains n'ont jamais résolu. Je pense qu'il n'y a jamais eu de volonté pour résoudre cette question. Et je prends un seul exemple. Alors, on parle déjà de mobilité à l'intérieur de, disons, 54 États. Mais regardez déjà à l'intérieur des unions. Si on prend l'union que je connais le plus, la CEMAC, vous avez sans doute entendu le problème des expulsions il y a plusieurs années, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit au Gabon. Donc déjà à l'intérieur des unions plus petites, on a du mal à faciliter les mouvements de population. Or, j'ai entendu quelques explications qui freinent ces mouvements, qui montrent que cette question n'a pas été étudiée en profondeur. C'est vraiment un problème qu'il faut résoudre, et si l'Afrique ne le résout pas, je pense qu'on ne pourra pas beaucoup avancer économiquement. Alors, vous évoquez justement l'Afrique centrale et c'est là où finalement la situation est la plus confuse. Comment expliquer ces obstacles, Didier Ouedraogo ? Alors, moi je pense qu'on oublie dans cette question et de la migration interne en Afrique, on oublie même l'histoire de l'Afrique. On oublie l'histoire de l'Afrique parce que l'Afrique ne s'est pas constituée par des États comme ça. L'Afrique s'est constituée par une espèce d'ouverture un peu partout, de circulation permanente des populations. C'est d'ailleurs la preuve qui atteste que jusqu'à présent, nous avons plus de 80% de la circulation, elle est interne africaine. Donc ça montre bien que ce mouvement qui est quasi, et je dirais consubstantiel à la naissance donc des États africains, n'a jamais cessé. Le problème maintenant, c'est que comme il n'y a pas assez de volonté politique, comme disait si bien Mpako, mais il y a autre chose. Il y a aussi le fait que nous sommes donc dans des États qui en réalité n'ont pas
penser réellement la question des identités. Parce que la question des identités leur est venue comme ça, comme une espèce d'obligation coloniale, n'est-ce pas, qu'ils ont endossée, et qui fait que pour définir qui appartient à tel et tel État, qui appartient à tel ou tel groupe national, devient compliqué. Et à cela s'ajoutent les différentes crises, les différentes guerres, et sans doute les questions aussi, je dirais, d'ethnie, parce que tout cela fait qu'en réalité, on n'accepte plus très bien la circulation des individus. Ça veut dire qu'en réalité, on a devant nous maintenant plusieurs facteurs qui empêchent que la question, ou qui bloquent la question, d'autant plus qu'à l'Union africaine, contrairement par exemple à l'Europe, où il y a très longtemps qu'on a institué un passeport européen, on n'est pas capable en Afrique, dans des zones même qui ont déjà donc des unités économiques réglées, il y a la CEDEAO, il y a la CEMAC, même à l'intérieur déjà de ces unités, on ne peut pas régler la question, a fortiori dans toute la zone africaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas posé les bases d'un développement régional africain. Parce que tant qu'on n'a pas réglé ça, quand bien même on a réglé des questions, par exemple, de passeport en Europe, si on n'a pas réglé ces choses-là qui sont des choses de base en réalité, pour les regroupements, pour que chacun puisse circuler, encore que, si on veut regarder de près, j'ajoute juste cet élément, si on regarde de près, on voit une espèce de fluctuation de passage partout. Quand on prend n'importe quel pays africain, on retrouve pratiquement toutes les identités africaines. Donc ça montre bien que quelque chose se fait par devers les États. C'est-à-dire que les populations continuent de bouger. Mais en même temps, ils sont exposés maintenant aux différentes mesures gouvernementales donc des États modernes qui les empêchent en réalité d'avancer. Donc moi je dirais une chose, s'il y a une solution, il faut inviter donc l'Union africaine à repenser la question des identités africaines. Oui, je voudrais ajouter quand même, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs prennent nos propos comme si c'est une question facile. La question des migrations est une question extrêmement difficile. Didier parlait tout à l'heure de comment ça s'est passé en Europe. Il faut savoir que la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne date de l'acte unique, c'est 1986. Elle est effective qu'en 1993. Donc ça ne fait pas tellement longtemps qu'on peut se déplacer de Paris à Berlin, à Bruxelles, à Amsterdam, comme on veut, sans visa. Donc, par contre, il faudrait que les Africains comprennent que cette question des migrations est une chance pour le développement économique de l'Afrique. Je donne simplement un exemple. Lorsque les compagnies, juste pour voir en quoi ça peut être très important pour l'Afrique, lorsque les compagnies aériennes européennes, la plupart ont fait faillite au début des années 2000, les seules parties qu'elles ont gardées, prenez le cas de Bruxelles Airlines, c'était aussi le cas de Swiss Airlines avant que les Allemands ne suppriment la branche africaine pour la confier à Bruxelles Airlines. La seule partie qu'ils ont gardée, c'est la partie africaine, parce que c'est la seule partie qui rapporte de l'argent, qui est bénéficiaire. Or, nous avons aujourd'hui des États, quelques-uns ont essayé ou essaient d'avoir des compagnies aériennes, mais parce que c'est mal géré, on n'arrive pas. Du coup, les Africains vont faire le bonheur des compagnies étrangères. Oui. On a là une manne très importante si c'était organisé. Et contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, je ne suis pas si convaincu que les Africains ne peuvent pas lancer une compagnie aérienne. Alors, là on en a parlé il y a quelques jours sur ce plateau. Néanmoins, alors quand même, je reviens à ma question de base. Oui. Comment se fait-il qu'un Américain, finalement, ou un Européen peut se déplacer plus facilement dans les pays africains, alors qu'un Africain ne peut pas le faire véritablement? En tout cas, c'est plus difficile. C'est un problème de confiance, c'est-à-dire que les États entre eux ne se font pas confiance aussi? Je pense que cette question relève aussi donc de l'idée qu'on se fait donc de nos propres populations dans les États africains. En réalité, il y a beaucoup plus, comme vous dites si bien, plus facile pour un Américain donc de voyager donc en Afrique qu'un Africain de remonter vers l'Amérique. Et vice-versa. Bon, donc ça pose un problème en réalité d'abord de confiance, mais aussi de perception même de notre propre identité et des capacités des Africains à bouger. Or, on voit très clairement que plus les gens circulent, plus la transmission des savoirs se fait,
Et moins ils circulent, moins il y a des échanges de toute façon. Donc en réalité, l'effet donc de cette facilité des pays étrangers à venir sur l'espace africain a un effet, il est immédiat, c'est-à-dire qu'il permet donc d'influencer donc des cultures, donc dans un sens et pas dans un autre. Donc, et ça c'est très important, il y a des incidences énormes. Il faudrait qu'on vérifie bien que si on continue à bloquer nos propres ressortissants, je parle des Africains de manière globale, donc dans leur possibilité de mobilité, on arrête, on annihile nos propres chances de transmission et donc de communication avec le monde. C'est ça aussi l'histoire. Juste un mot sur cette question. Alors, la réponse à pourquoi l'Américain se déplace plus facilement en Afrique, l'Européen d'ailleurs aussi, que l'Africain à l'intérieur de l'Afrique, la réponse est très douloureuse et il nous faudra peut-être des soirées pour en débattre. Elle est le fruit de l'histoire. Elle est, comme Didier disait tout à l'heure, la valeur que l'Africain s'accorde à lui-même. Les gouvernements, les pouvoirs africains n'accordent pas la bonne valeur, la juste valeur à l'Africain, y compris l'homme d'affaires, y compris l'étudiant, y compris le chercheur. Du coup, on valorise davantage, on survalorise l'Européen, l'Américain, alors que les Africains, quand ils sont professeurs, quand ils sont étudiants, ont toutes les difficultés du monde pour se déplacer d'un pays à un autre. Donc là, j'allais dire, c'est malheureusement le fruit, enfin le résultat de l'histoire. Hein. On ne va pas oublier que quelques siècles de traite négrière sont passés par là, que la colonisation est passée par là, que le néocolonialisme est passé par là. Donc nous avons besoin, là, j'allais dire, on fera appel à nos psychologues, à nos philosophes pour retraiter cette question-là. Mais là aussi, ça fait partie des choses que les Africains doivent résoudre. Alors, oui, Didier Ouedraogo. Il y a un autre élément qui relève même de la souveraineté des États africains par rapport à leurs ressortissants et par rapport aux différentes conventions qui permettent la mobilité de leurs ressortissants. C'est-à-dire que nous avons signé, donc, en Afrique, les États ont signé aussi donc, des conventions de sortie, etc., des conditionnalités pour permettre donc, la sortie de leurs ressortissants, donc de l'espace national africain. Donc, ces différentes conventions la méritent peut-être une révision, parce qu'il y a des flux migratoires, etc., qui ont été faits, mais il faut les réviser de manière, je dirais, indépendante, pour qu'il y ait une part égale, c'est-à-dire de respect réciproque, que s'il est possible pour un étudiant en Master 1 de partir à Douala et même d'obtenir une place donc, à l'université pour donner donc, du savoir, alors qu'un universitaire africain ne pourra même pas venir donner et faire une conférence et assister à un colloque scientifique, il y a un grand problème. C'est ça la différence. C'est-à-dire c'est une question de souveraineté et d'égalité donc de redistribution donc des cartes pour la circulation donc du monde en fait. Alors, tout à l'heure, vous avez posé la question, en tout cas d'une certaine manière, si l'Afrique véritablement est prête à cette libre circulation. On connaît aujourd'hui l'état des routes, les infrastructures qui sont inadéquates, les taxes pour les passagers aux frontières. Voilà. Il y a également la problématique du terrorisme. Donc, véritablement, on voit que les préalables véritablement ne sont pas posés. Augustin Paco ou Didier Ouedraogo. Je dirais, l'Afrique n'a pas beaucoup de choix. Enfin, ces mobilités, je préfère l'expression mobilité migratoire, enfin, ces mobilités de personnes comme migration, en réalité, aujourd'hui, elles s'imposent. Quand vous avez un pays qui est en guerre, vous ne pouvez pas dire, ou qui fuit même enfin, le terrorisme, vous ne pouvez pas dire aux Africains qui fuient le terrorisme que non, non, on va vous bloquer aux frontières. Là, il n'y a aucune police qui arrivera. Donc, évidemment, vous évoquez ce qui fait mal, hein, la question des infrastructures. Mais les Africains, ceux qui se déplacent parce qu'ils sont contraints, là, ils ne vont pas chercher des infrastructures. Quelquefois, ils marchent à pied, ils traversent les frontières. Évidemment, on a besoin que nos États progressent dans la fourniture des infrastructures de base. Sinon, ce n'est pas seulement une question d'accueillir les migrants, ceux qui arrivent. Il y a déjà, si les citoyens du même pays n'ont pas accès, n'ont pas droit aux infrastructures de base, vous comprenez bien que les quelques centaines, milliers de personnes qui arrivent exercent une pression très importante sur les quelques infrastructures et qui ne peuvent pas tenir.
Dites Ouedraogo. Oui, quand on regarde un peu la question, les moyens mis à la disposition des populations africaines pour la mobilité, on ne peut pas ne pas... On a froid au dos parce que dans le fond, on n'a pas progressé depuis des décennies. C'est-à-dire que d'un pays à un autre, on n'avance pas. On ne peut pas traverser un pays aussi simplement. Ou bien si on la traverse, mais c'est à la sueur de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de risques, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, je ne peux pas, par exemple, moi qui suis ici en Europe, si je me lève là et que je dis, mais demain je suis à Berlin, je suis à Berlin. Bon, mais celui qui va donc d'un village à un autre, donc de 2 points comme ça, pour rejoindre 2 points, mais c'est déjà une véritable organisation, c'est presque un programme de vie pour changer. Donc ça pose cette question que, dans le fond, il y a bien évidemment maintenant des infrastructures transfrontalières, etc., qui sont mises en route, mais avec beaucoup de difficultés, non seulement avec beaucoup de difficultés, mais avec des ouvrages qui ne sont jamais finis, ou quand ils sont achevés, avant même que ça ne soit achevé, c'est déjà obsolète. Parce qu'en réalité, la population, la démographie, elle est liée à la mobilité. Donc, cette mobilité qui ne peut pas, si vous voulez, ingurgiter, je dirais, oui, tout à fait, ingurgiter en réalité toutes les démographies qui poussent au fur et à mesure, ça devient très compliqué à gérer parce que quand vous prenez des dispositions pour tel et tel élément, tout de suite, avant même que les choses ne soient réglées, vous avez déjà d'autres questions qui sont posées. Autrement dit, il y a une question de perspective. Cette perspective, elle n'existe pas. Et quand on veut que les mobilités existent, c'est-à-dire qu'il faut dévancer sur quelques temps, sur quelques décennies, la possibilité pour les populations de circuler. Et ça, c'est très important. Allez, une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.